Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier vendredi après quelques jours passés à Washington aux États-Unis d'Amérique. À son arrivée hier matin dans la capitale économique ivoirienne, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État était, je le rappelle, à Washington pour la signature de dons du MCC, le Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire, un don de plus de 300 milliards de francs CFA. Ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, a visité hier vendredi deux importants chantiers du gouvernement. Il s'agit des travaux de valorisation de la baie de Cocody et le projet d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Pour les travaux d'aménagement de la baie de Cocody, le vice-président assure que les délais seront tenus. Il le dit au micro de Viviane Haïm. Lancé depuis le 18 janvier 2016, les travaux de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, après une première phase qui a consisté en des travaux de dragage de la lagune polluée, sont entrés désormais dans la phase 2 du projet qui consiste en la réalisation des infrastructures prévues par le projet, à savoir l'aménagement des berges, la construction d'une marina, la construction d'immeubles et d'un parc urbain qui comportera des infrastructures commerciales et de loisirs. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, en visite ce vendredi sur le chantier de la baie de Cocody, tenait à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. L'expertise marocaine qui existe sur le dossier, l'expertise ivoirienne, dans ce dossier, nous allons avoir un projet qui va faire en vie. Et c'est un exemple extraordinaire de coopération sud-sud. C'est ça que moi je retiens à ce sujet. C'est un dossier qui va changer le visage à la fois donc, de la ville d'Abidjan, mais singulièrement du plateau et de Cocody. Je pense que c'est tout ça sur lequel il faut qu'on se concentre et faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Abidjan accueillera à la fin de ce mois de novembre le sommet Union européenne-Union africaine. Dans la perspective de cette importante rencontre, le vice-président de la République a souhaité que certaines dispositions soient prises au niveau de la conduite des travaux. Nous souhaitons que les abords soient propres, puisque vous savez, nous allons avoir les 29 et 30 novembre prochains un sommet donc, des États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne qui sont ici. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence ici. Au départ, on pensait avoir 4000 personnes, mais on peut dépasser même peut-être les 7000, de ce que l'on croit et savoir. Donc il va y avoir une affluence ici et il faut que la ville d'Abidjan porte sa plus belle robe, si je puis dire, soit totalement propre. Madame le ministre travaille déjà en amont sur ce dossier. Et je pense, comme il s'agit d'un grand chantier, que les gens, en passant, vont certainement regarder des véhicules, puisque quand vous passez là-haut, vous voyez cela, que peut-être on nettoie ça. Je crois que vous avez entendu qu'on est tous d'accord que ce nettoyage sera donc fait. Et je crois que c'est pour le bien donc au niveau d'Abidjan. Cet important chantier, financé à hauteur de 282 milliards de francs par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est conduit sur le terrain par Marchika Med, société d'État marocaine qui a une expertise dans ce type d'ouvrage. Le projet sera achevé en 2020. Autre grand projet du gouvernement, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu sur le site de l'embouchure à Grand Bassam après sa visite de la baie de Cocody. Ce projet tant attendu par les populations de Grand Bassam en raison de son impact sur le développement général de la région, car l'ouverture de l'embouchure va permettre la création d'un port à bateau à Grand Bassam, ainsi que le développement des activités de pêche et avec aussi la construction à Grand Bassam d'un débarcadère à poissons offert par le roi du Maroc. Cette visite du vice-président de la République ce vendredi sur le site de l'embouchure était porteuse de bonnes nouvelles pour les populations de Grand Bassam, car l'annonce a été faite que les travaux vont démarrer effectivement au cours du premier semestre 2018 pour s'achever en 2020. En outre, les travaux de construction du débarcadère pour la pêche traditionnelle seront réalisés dans le même temps. Le ministre des Ressources halieutiques a présenté le site retenu. C'est un projet de 20 milliards à peu près, c'est 19,12 milliards, mais j'arrondis ça à 20 milliards de francs CFA, qui va se faire pour l'embouchure. Mais l'embouchure seule, comme c'était indiqué, ne suffira pas. Il faut faire des éléments conjoints pour aller de l'avant. Comme Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait décidé de faire un débarcadère ici à Grand Bassam,
Et nous sommes venus voir à la fois l'embouchure, mais aussi voir, disons, que le Bacadère qui va se faire ici. Par ailleurs, avec les Italiens, il était question aussi de mettre une sorte de petit, disons, arsenal donc, maritime ici, qui fait qu'il va y avoir donc, une conjonction d'un certain nombre d'éléments, avec notamment le quartier historique de Grand Bassam, de manière à ce qu'on ait une cité à la fois balnéaire, touristique, culturelle, de manière à ce qu'à partir d'Abidjan, pour les week-ends, les gens peuvent venir ici pour beaucoup de choses, et se reposer, prendre des poissons, etc. Et c'est des synergies extraordinaires. Le chantier d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam sera également conduit par la société d'État marocaine Marchi Kamed. Reportage signé Viviane Aïma. Je vous amène maintenant à Korogo, dans la région du Poro, pour prendre part aux premières journées des chefs d'entreprise. Je vous le disais, les chefs d'entreprise, donc l'objectif de ces journées, c'est redynamiser l'activité économique dans les régions. Le Premier ministre Amadogon Coulibaly s'engage à soutenir l'initiative. Herman Guivet, depuis Korogo. Une centaine de chefs d'entreprise, de partenaires économiques présents dans la région du Poro écoutent avec attention le président du conseil régional du Poro, Tiemoko Yade Coulibaly, faire cet aveu. Chef d'entreprise, je voulais vous dire que vous êtes venus. Nous vous avons vu et je pense que vous avez vu aussi. Vous avez connu la région, vous ne la connaissiez pas, vous l'avez connue. Vous savez quelles sont maintenant ses potentialités. Alors je pense qu'en partant, vous direz, je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu, je reviendrai travailler dans le Poro. Des chefs d'entreprise venus voir pour croire en une région qui regorge de potentialités économiques afin d'y investir. Les journées nationales des chefs d'entreprise initiées pour booster le développement des régions et aider à rétablir les déséquilibres observés en matière de développement se positionnent comme un outil. Les acteurs publics peuvent saisir ce cadre pour faire la promotion de leurs activités. Quand les opérateurs privés peuvent en faire un lieu de prospection et de recherche de nouveaux leviers d'expansion pour les collectivités territoriales, c'est le cadre idéal pour présenter les atouts de leur région afin d'attirer de nombreux investisseurs. Le choix porté sur la ville de Korogo pour la première édition de ces journées n'est pas fortuit. L'activité économique dans la région est prometteuse. La grande région de Saman, ou plus exactement le district de Saman, dont le chef-lieu est Korogo, dispose donc de nombreuses potentialités. Ces journées permettront de faire découvrir aux hommes et femmes d'affaires les opportunités d'investissement dans les régions. Elles mettent en contact des chefs d'entreprise d'envergure nationale et même internationale, avec des champions locaux, en vue de tisser d'éventuelles relations d'affaires. Elles stimulent ainsi les champions locaux qui aspireront ainsi, je dirais, à accroître leurs activités. Des journées meublées par une série de panels afin de créer un cadre favorable d'échange sur des thématiques pertinentes dont les conclusions seront prises en compte pour la relance des activités économiques dans les régions concernées. Direction la France, où se trouve en ce moment le ministre d'État, ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko y est en visite de travail. Il a été reçu par son homologue français des armées. Au centre des échanges, la coopération dans le domaine de la défense, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le témoignage d'Abou Sanogo. L'axe Abidjan-Paris se renforce. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération sécuritaire. Hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique à Paris. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en visite de travail, accueilli par son homologue française des armées, Florence Parly. Pour leur première rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur les questions liées aux défis sécuritaires dans toute la sous-région ouest-africaine et dans bien d'autres domaines, notamment la formation des soldats ivoiriens. Nous avons parlé de la vision de la Côte d'Ivoire de projeter des troupes au niveau des missions de paix et de faire tout cela en synergie avec l'appui de la France. Nous avons également regardé les questions de formation des unités ivoiriennes, des forces spéciales de Côte d'Ivoire, et même de la sous-région par rapport aux défis sécuritaires dans toute la sous-région. Nous avons des avancées concrètes. Très bientôt, nous allons avoir le plaisir de recevoir
Madame la ministre à Abidjan dans le cadre d'une visite pour faire également le point des avancées des différentes préoccupations que nous avons évoquées ce matin. En retour, la ministre française des Armées a assuré son homologue ivoirien du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et la défense de ses frontières. Cette visite a permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de découvrir l'hôtel de Brienne, un hôtel particulier, construit au XVIIIe siècle et qui abritait le bureau du ministre des Armées. Ici en Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny a abrité jeudi la journée nationale de la non-violence en milieu estudiantin. Tous les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur sont venus marquer leur adhésion à cette journée qui vise à inculquer les valeurs de paix. Les étudiants, eux, ont pris l'engagement de promouvoir la paix et tourner le dos à la violence. Serge Collier. Des portraits de grandes figures mondiales qui ont consacré leur vie à prôner la paix et la non-violence ornent l'entrée et l'intérieur de cet amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif est d'amener les étudiants à intégrer ces valeurs car le tableau dans le milieu universitaire tel que présenté est loin d'être reluisant. Assassinat, torture physique, blessure au couteau, à la machette ou au gourdin, lapidation, location des gnabros, rudoiement des vigiles auxquels ils arrachent les téléphones portables, la liste est interminable et j'en oublie beaucoup. Pointés du doigt, les étudiants à travers leurs différents mouvements font amende honorable en s'engageant à jouer leur partition. À toutes ces personnes qui pensent que notre organisation est une organisation violente, je pense que cela n'est pas juste. La preuve est là, nous sommes venus à l'invitation des autorités et nous avons engagé l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à s'approprier les valeurs de paix et de non-violence. Notre engagement est sans faille, mais en même temps, nous invitons nos autorités à apporter des solutions à nos revendications. La ministre Mariatou Koné encourage et soutient cette première journée de la non-violence en milieu universitaire. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue cet engagement des étudiants. Quand on parle de l'Ivoirien nouveau, nous parlons de l'étudiant nouveau. Avec cette journée, les étudiants ont promis s'engager résolument vers la paix et la non-violence. Et les jours à venir, nous le dirons. Non-violence, paix et citoyenneté en milieu universitaire, c'est le thème de cette journée. Reportage signé Serge Collier. L'actualité internationale, en bref. Dans le nord de la RDC, la ville de Kisangani est sans électricité depuis le jeudi 9 novembre. En cause, une crue du fleuve Congo et de la rivière Chopo qui ont provoqué une inondation de la centrale hydroélectrique qui alimente la ville. Les équipes de la SNEL, la Société nationale d'électricité, devraient mettre plusieurs jours pour permettre un retour à la normale. La ville d'1 300 000 habitants n'avait pas connu une telle panne depuis 20 ans et cela pose de gros problèmes avec des risques en matière de santé et de sécurité. 8 ans après les faits, l'enquête est terminée en Guinée sur le massacre du 28 septembre 2009. Ce jour-là, au moins 150 opposants ont été tués et une centaine de femmes violées dans un stade de la capitale. Les juges ont remis ce jeudi au procureur le dossier d'instruction. Reste tout de même l'étape juridique des réquisitions avant la clôture définitive de l'instruction. Mais d'ores et déjà, les associations de victimes parlent de victoire, la fin d'une bataille judiciaire qui a abouti à l'inculpation de 14 présumés responsables. Après le Nigeria et l'Égypte, le Sénégal est la troisième nation africaine à décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après sa victoire en Afrique du Sud 2-0 ce 10 novembre, les Lions ultra-réalistes se sont imposés grâce à un Sadio Mané décisif et avec une équipe bâtie pour résister. C'est la deuxième qualification à la Coupe du Monde, 15 ans après celle de 2002. Et puis pour terminer, sachez que le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah a accusé vendredi, hier donc, l'Arabie Saoudite de détenir le Premier ministre libanais Saad Hariri qui avait annoncé la semaine dernière sa démission surprise à Riyad.
Les proches de Hariri et une grande partie de la classe politique sont persuadés qu'il est détenu en résidence surveillée, contrairement à ce qu'il affirmait ce vendredi, à ce qu'affirmait ce vendredi 10 novembre à Paris le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.